عايش معانا في وسطنا يمكن يكون غاب عننا. Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la réalisatrice franco-algérienne Sohaila Batou. Ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie, également sa passion pour le journalisme et également pour la réalisation, son séjour en Égypte et ses aspirations pour le monde arabe en général.
Batou, bienvenue dans notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. J'ai regardé votre émission auparavant, c'est très intéressant de voir des femmes francophones, comment elles vivent au Caire. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. On commence toujours notre interview avec la phase de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui peut marquer cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? Je suis née à Alger, donc la capitale d'Algérie, d'origine berbère, tout comme vous, comme on a parlé avant de commencer l'émission. Et pour expliquer à nos téléspectateurs, les berbères ou les amazirs vont du Maroc jusqu'à Siwa. Donc toute cette région a cette chose commune qui est la berbérité. Et on va profiter d'expliquer c'est quoi être berbère ou amazir. C'est l'homme libre. L'explication en termes linguistiques, c'est l'homme libre. Et en fait, quand je pars à Siwa, je me sens chez moi parce que je parle la langue maternelle que j'ai parlée en Algérie. Et donc, pour revenir à mon enfance, je suis née dans une très belle ville méditerranéenne qui a plusieurs influences, donc arabes, berbères, africaines, méditerranéennes. Et c'est une ville avec une architecture haussmannienne, donc c'est assez européen sur la Méditerranée. J'avais reçu une amie égyptienne qui m'avait dit Ma قلتليش بلدك إنها باريس على البحر الأبيض المتوسط. Et j'ai trouvé que cette description était très juste, mais il faut toujours que quelqu'un vienne de l'étranger pour vous raconter votre ville que vous connaissez déjà. C'est une ville qui n'est pas très connue, nous n'avons pas beaucoup de touristes, mais généralement les gens tombent amoureux de cette ville, de sa lumière. C'est une ville très blanche et peut-être nous n'avons pas le côté accueillant autant que vous. En Égypte, le peuple est très chaleureux, très accueillant, mais nous avons une authenticité. Et c'est une ville qui me manque parce que je ne retourne pas souvent. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, ensuite j'ai quitté après le bac pour poursuivre mes études à Paris. Pour une Algérienne, ça peut vraiment apparaître facile de traverser la Méditerranée pour aller visiter la France ou étudier là-bas, mais des fois on peut affronter des défis pour s'intégrer dans la société. Alors parlez-moi de cette transition dans votre vie et également le choix de vos études. C'est une excellente question parce que le côté francophone fait que les Parisiens pensent que je suis de cette culture-là alors qu'on est d'abord d'une autre culture et nous avons juste la langue en commun. Et je racontais à mon amie Houreya ici présente qu'avec mes copines à l'université, la langue était commune mais l'état d'esprit était différent. Donc parfois j'écoutais les copines qui racontaient des choses qui étaient loin de ma culture, il fallait s'adapter. Paris, contrairement au Caire, n'est pas très accueillante au début, mais c'est un carrefour culturel sublime. Vous pouvez voir dans la même journée un film iranien, un film chinois, des expositions du monde entier. Paris est une chance pour le côté culturel. Pour revenir à votre question, c'était... L'intégration et le choix des études. Le choix des études. Le choix des études, je rêvais de journalisme. J'ai fait donc des études en communication, option presse. Dans un premier temps. Par la suite, j'ai travaillé dans l'ordre presse écrite, radio, télévision. J'ai présenté des émissions, j'étais correspondante de plusieurs chaînes. Ça veut dire que vous avez travaillé comme correspondante en arabe? Oui, absolument. Ce n'est pas évident de réussir à faire l'équilibre entre garder l'identité et également bien s'intégrer dans une société. Comment vous avez réussi à faire cet équilibre entre la langue arabe, votre identité comme algérienne et également l'intégration dans la société française? L'équilibre n'était pas difficile à faire parce que j'ai essayé de garder le contact avec les trois. J'ai monté une société de production à Alger avec des amis. Et ce qui me permet d'être entre Alger, Paris, Le Caire. Ce n'est pas toujours évident d'être toujours dans ces valises, mais je me sens dans les trois pays, je me sens chez moi. Évidemment, mes racines sont algériennes, ma culture est française, j'ai passé plus de temps en France qu'en Algérie. Et l'Égypte, c'était un coup de foudre pour ce pays qui a une spécificité. C'est un monde, c'est pas une ville, c'est un continent, l'Égypte. C'est vraiment un continent et au début, j'essayais toujours de rester à jour de ce qui se faisait à Paris ou à Alger, mais le Caire est tellement riche, est tellement multiple facettes,
de Siwa à Sina, à Alexandrie, au Caire, au bout d'un moment, je me sentais engloutie par la réalité égyptienne. Donc il fallait faire un double effort pour rester, surtout dans notre métier, on est censé rester au courant de tout ce qui se passe. Et donc moi j'ai 3 pays, j'ai cette richesse-là et cette... mais c'est pas toujours facile parce que des fois en parlant, par exemple là, en vous parlant, je fais l'effort de parler uniquement en français parce que nous en Algérie, on a tendance à mélanger tout le temps. Oui. Et maintenant il y a une 3e langue qui est l'égyptien et qui prend place aussi. Madame Souhaila Batou, une question qui vraiment me hante, c'est que quand on commence une carrière devant la caméra, c'est difficile des fois à prendre une décision de travailler derrière cette caméra. Vous avez opté pour ce choix. Vous avez décidé à un moment donné de ne plus être journaliste devant la caméra et de passer à une autre voie qui est la réalisation derrière la caméra. Je voudrais savoir dans quelles circonstances vous avez pris cette décision et est-ce que vous la regrettez? Je ne la regrette pas du tout. La réalisation, c'était un rêve d'enfance. Mais dire aux parents qu'on veut faire du cinéma ou du documentaire, juste après le bac, ce n'est pas évident. Donc le journalisme, c'est un peu plus concret pour convaincre les parents. Et la présentation n'assouvissait pas assez mon envie de communiquer. C'est-à-dire on est souvent... c'est toujours souvent le réalisateur ou la chaîne qui décide du sujet ou des questions, alors que la réalisation, ça donne plus de liberté pour choisir ses sujets, pour passer de la politique à la culture, au social. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et puis bon, la passion pour l'image. Il y a toute une autre langue, à part celle qu'on est en train de parler, qui est la sémiologie d'image avec laquelle on peut passer beaucoup plus de messages. Concrètement, comment vous avez fait ou réalisé cette transition et quels étaient vos premiers pas sur cette voie? En tant que présentatrice, j'ai couvert le Festival de Cannes pendant 11 ans d'affilée, où j'ai eu l'honneur de rencontrer des personnalités, notamment Youssef Chahine, que j'appelle Oustazi, et des critiques cinéma comme Samir Farid, Rafi Sabban, des gens qui m'ont vraiment marqué. Et en fait, Cannes, vous ne sortez pas indemne de ce festival. La passion du cinéma vous prend. J'ai commencé par faire de l'assistanat, donc en tant qu'assistante, dans des coproductions franco-algériennes, en fiction. Par la suite, j'ai compris que j'étais beaucoup plus attirée par le documentaire. Et pour me donner plus d'armes pour rentrer dans ce métier, il me fallait la partie théorique. J'avais commencé par la pratique en tant qu'assistante. Et donc, à 30 ans, j'ai dû faire un master en cinéma à Paris pour maîtriser mes outils en tant que réalisatrice. Alors là, vous avez la passion, le talent également, vous avez accompli les études. Restent les thèmes qui vous intéressent. Alors, je crois qu'on est souvent attiré par des sujets qui ressemblent à nos vies. Vous savez que mon pays a eu 10 années de terrorisme assez difficiles et du coup, je me sens souvent attirée par ce type de cause. Je viens d'entamer ma première expérience en tant que productrice. Donc, j'ai coproduit un jeune réalisateur égyptien, Ali El Arabi, qui a fait un documentaire qui a été primé à un festival de Gouna l'année dernière et à Sundance, qui est un festival très important pour le documentaire. C'était ma première expérience en tant que productrice et le thème, c'était raconter la vie de 2 jeunes syriens au camp de réfugiés en Jordanie. Et en fait, je sentais que j'arrivais à comprendre leurs émotions parce que quand on a un pays déstabilisé, c'est une émotion très forte que je ne vous souhaite pas. Ce que je souhaite le plus à l'Égypte, c'est la stabilité et la paix. C'est ce qui fait une nation. Et je suis très sensible à la cause syrienne et donc on s'est engagé, on a suivi ces jeunes pendant 3 ans, on les a presque vus grandir de l'âge de 17 à 20 ans et c'était passionnant humainement comme expérience. Vous avez parlé en tant que productrice, mais également comme réalisatrice. Quels sont les thèmes ou les sujets qui vous incitent à faire un documentaire? Qu'est-ce qui m'incite? Eh bien, c'est un sujet
vous savez, peut-être que si je faisais un sujet sur la mode qui ne m'intéresse pas forcément, ou je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'intéresser, ou l'industrie, ou l'économie, ça ne m'intéresse pas trop. Mais par contre, tout ce qui est sujet de société, sujet historique, politique aussi, parce que la politique, elle est dans nos vies, elle est partout. C'est plus ces sujets-là, les sciences humaines. J'ai été toujours passionnée par les sciences humaines, donc c'est l'être humain qui m'intéresse dans mes films. Donnez-nous quelques exemples de vos ouvrages, vos réalisations. J'ai fait des portraits, des portraits de gens qui m'ont marqué. J'ai interviewé par exemple Chahine, encore une fois. C'est un réalisateur qui a marqué mon choix. Et c'est un réalisateur qui a une place spécifique pour les Algériens, parce qu'il a porté la cause algérienne, vous le savez, avec le film Jamil Abouharid avant l'indépendance algérienne. Donc c'est presque un mougahid algérien pour la cause algérienne. Et à ce propos, je repense à Faten Hamama. J'ai revu dernièrement sur YouTube une interview en français, elle était parfaite francophone, où elle disait aux journalistes français, elle lui disait, si c'était 2 ans après l'indépendance algérienne, il lui avait dit, on vous avait invité avant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté? Elle lui dit, les choses sont différentes aujourd'hui, l'Algérie est indépendante. Et je me disais, quelle femme, et elle était jeune à l'époque, elle avait la vingtaine, pour avoir cette conscience politique. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez accepté cette interview si la France était encore en guerre avec l'Algérie? Je ne sais pas. Mais si vous allez me demander mon opinion, j'allais le dire contre la France pendant l'Algérie. Mais je savais bien qu'il y avait plein de Français qui ne voulaient pas cette histoire du tout. Et je suis très heureuse que maintenant tout va bien. Et les exemples de vos documentaires? Oui, alors les exemples de mes documentaires, donc c'était beaucoup de personnalités qui m'ont marqué. J'ai pas eu la chance d'interviewer Faten Hamama. Par contre, j'ai eu la chance d'interviewer Chahine. J'ai fait un portrait de Warda, Gazaïria. Et pour parler de Warda, c'est elle qui m'avait fait découvrir l'Égypte. Et vous vous êtes installé ici en Égypte depuis combien de temps? Je ne saurais pas vous dire parce que ma relation avec l'Égypte a commencé justement quand Warda Jazaïria m'avait invitée en 95. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore fini mes études et je me disais j'aurai un jour une histoire avec ce pays, mais il était un peu trop tôt. Et en fait, après ça, j'ai tout fait pour susciter à chaque fois qu'il y avait une occasion de venir tourner au Caire. Donc je venais pour quelques mois, pour quelques semaines. Et il m'est arrivé à la période juste avant la Révolution, donc j'avais eu l'occasion de rester 3-4 ans. Et là, après, je suis repartie à Paris, à la période où les islamistes avaient pris le pouvoir. Et je suis revenue juste après. Et depuis, donc, je fais toujours la navette. Je ne saurais pas vous dire si j'habite au Caire. Je préfère dire que je suis entre les trois. Ça me donne plus de liberté. Au fur et à mesure de vos visites, vos séjours ici en Égypte, comment voyez-vous ou constatez-vous l'évolution de l'Égypte en tant que femme qui fait des navettes entre plusieurs pays? Comment voyez-vous l'Égypte aujourd'hui et son évolution? C'est une évolution positive. Dieu merci. J'allais vous dire pour vous, mais Dieu merci pour nous, parce que j'aime ce pays au point où je sens que j'en fais partie. Aujourd'hui, j'en parlais encore avec mon ami hier, et c'est un pays de bâtisseurs. J'ai vu des villes se construire, j'ai vu tout ce nouveau Caire entre cet Octobre, Tagamouar évoluer. C'est un pays qui va de mieux en mieux et en même temps, c'est pas évident de le dissocier du reste de la région qui ne va pas très bien. Donc c'est un pays qui essaye de rester solide à un moment difficile de toute la région, du Golfe au Maghreb. Nous ne vivons pas à la meilleure période du monde arabe, mais alhamdoulilah, au milieu de tout ça, l'Égypte résiste et évolue. J'ai vu la francophonie évoluer aussi en Égypte, c'est-à-dire il y a une nouvelle génération qui parle parfaitement français, alors qu'au début c'était essentiellement des gens originaires d'Alexandrie ou dont les parents étaient déjà francophones.
Je pense que l'Égypte a de beaux jours devant elle. Des fois, des Occidentaux possèdent des préjugés à propos de l'Égypte et de la vie dans ce pays. Alors vous qui connaissez très bien l'Égypte, quand vous voyagez en France, en Algérie ou ailleurs, qu'est-ce que vous aimez dire de l'Égypte réelle comme vous la connaissez? Je commencerai par la France, ensuite l'Algérie. Je pense que je ne pourrais pas parler de tous les Occidentaux, mais je parlerai des Français, parce que je suis franco-algérienne et j'y ai vécu. Je crois qu'il n'y a pas un peuple aussi amoureux de l'Égypte que les Français. Vous n'avez presque pas un quartier, vous n'avez pas une librairie sur l'égyptologie. Parfois, je me dis qu'ils connaissent votre histoire par cœur beaucoup plus que les Égyptiens eux-mêmes. Les Français sont amoureux de ce pays. Le président Mitterrand, Allah yarhamou, était un adepte de Aswan, où il passait ses Noëls ici. Et dès que vous dites l'Égypte, les yeux des Français brillent. Je ne sais pas s'il y a un autre peuple qui aime autant l'Égypte, mais les Français sont des amoureux. Ils peuvent vous parler d'Alexandrie, surtout Alexandrie. Donc dès que je dis l'Égypte, alors c'est beau Alexandrie, c'est un peu le rêve français. Et c'était des gens qui voyaient l'Égypte à travers Youssef Chahine. Youssef Chahine est un personnage très important dans votre culture parce qu'il était un peu le porte-parole de cette culture-là. Et je peux vous dire que je l'ai vu à Cannes être applaudi comme personne. Chahine avait une place. Vous savez, un pays s'abrite d'abord par ses hommes de culture. Et les Français, c'est des passionnés de l'Égypte. L'Algérie et l'Égypte, c'est une histoire passionnelle. C'est une très belle histoire au début. L'État algérien provisoire a été décidé ici, au Caire, à Garden City. Il y a eu la Sot El Gazaïr men Masr, la voix de l'Algérie du Caire. Nous avons beaucoup de points en commun. Malheureusement, on a eu l'épisode 2009 avec le football, mais je pense que les gens sont revenus à de meilleurs sentiments parce que le football, qui est aujourd'hui quelque chose où il y a beaucoup d'argent, a failli nous séparer, et heureusement que la culture nous rassemble. C'est vrai que les relations entre l'Égypte et l'Algérie restent solides et on a un destin commun. Des fois, il existe des défis à affronter, mais on peut également voir ces relations en tant qu'un état de réconciliation éternelle entre les deux peuples. Je crois que nous sommes deux peuples qui avons des personnalités, des identités très fortes. Donc, il y a eu une époque où il y a eu des frictions par rapport au sport, mais heureusement que les gens se sont rendus compte que c'est la culture qui peut nous unir et nous avons besoin l'un de l'autre. Le monde arabe va très mal, nous pouvons être complémentaires d'une très belle manière. Imaginez un monde arabe où vous avez une université, par exemple, de médecine qui est assez forte et il y aurait des étudiants algériens qui étudieraient ici, ou le contraire, où on pourrait avoir une coopération sur plusieurs plans, que ce soit dans l'éducation, dans la recherche. Je crois qu'il est temps qu'on soit conscient que nous avons plus de choses à bâtir ensemble et surtout que notre monde arabe ne va pas très bien. Je pense que le Maghreb a beaucoup de choses à partager. Et il y a un défi. Aujourd'hui, le monde, vous avez l'Union européenne, c'était d'abord basé sur ça. Il y a des étudiants ça a commencé avant l'euro, avant l'Union européenne. Il a commencé d'abord à y avoir des étudiants qui voyagent d'un pays à un autre, des Danois qui viennent en France ou des Français qui vont en Allemagne. Et moi, je rêve d'un monde arabe comme ça, c'est-à-dire sans visa, sans frontières, où très tôt, c'est à l'âge des études, où les gens pourraient voyager, se connaître. Et plus on se connaît et mieux on se rapproche, et moins on a de faux problèmes.
l'Égypte et l'Algérie restent bien sûr deux grands pays, deux grandes nations. Et ça nous mène à parler de la femme égyptienne ou algérienne. Des fois, elle peut affronter des obstacles afin de réaliser ses rêves ou ses aspirations dans la vie. Selon vous, comment la femme peut-elle résister à ces défis ou à ces obstacles et comment peut-elle réaliser ses rêves? Je pense avoir eu la chance d'avoir un père exceptionnel. Si je devais comparer à mes amis ou à mes cousines, j'avais un père très porté sur les études. On avait le droit de tout faire tant qu'on avait de bonnes notes. On est deux sœurs. Et donc, je trouve que je n'avais pas énormément d'obstacles. Peut-être l'adaptation au début en arrivant en France, mais j'étais assez jeune. Plus vous êtes jeune et plus vous vous adaptez à une nouvelle culture. Après, par la suite, je ne suis pas une féministe avec des slogans. Non, pour moi, la femme doit arracher sa place en s'imposant. Avec son métier, avec ses études. Effectivement, nous avons des traditions assez lourdes à porter, mais je ne suis pas pour le militantisme, puisqu'il faut être. Il ne faut pas demander sa place, il faut l'arracher et s'imposer. Et comme je vous disais, pour répondre à votre question, grâce à mon père, je n'ai pas eu beaucoup d'obstacles. Il a toujours été là à m'épauler. Et que la paix soit sur son âme. Et donc souvent j'entends des histoires, que ce soit dans mon métier ou dans mes rencontres humaines, des filles qui ont eu du mal à expliquer certaines choses à leur famille. Non, moi Dieu merci, à part le fait que j'aurais voulu faire cinéma au début, juste après le bac, et ça c'était... mais ça c'était pas par tradition, c'est plus par le souci des parents d'avoir un métier qu'ils puissent comprendre, un métier où on a une retraite, un métier où on a une stabilité. Le cinéma, le documentaire, c'est pas forcément des métiers rassurants pour les parents. Mais par la suite, il venait à mes tournages, il assistait, il faisait la critique. Et qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Sans réfléchir, Warda El-Gazaïria. C'était une femme multiple, née à Paris, d'origine algérienne libanaise, qui a aimé l'Égypte. C'est une femme qui a su aimer un homme, qui a su aimer son art, qui a su aimer ses enfants. Je trouve que c'était une femme, un mélange de force et de fragilité que j'ai toujours admiré. Mais je suis seule dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur du fou et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe et qui dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue, ouais. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, peut chasser le pêche, l'oiseau, mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace qui. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je suis pas plus, je suis perdue, ouais. Madame Souhaïla Batou, ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir partagé ces moments les plus importants de votre vie, de votre carrière. Mille merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec la réalisatrice et journaliste franco-algérienne Souhaïla Batou. Ensemble, nous avons parlé non seulement de sa carrière, mais également de ses aspirations pour la femme et pour le monde arabe. Merci pour votre attention. À la prochaine rencontre au féminin.